La rédaction vous présente ici son dossier audio Les émotions, accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Étrangement, certains événements déclenchent en nous des émotions qui parfois nous emportent, comme une tempête déséquilibre un bateau sur les flots. Colère. Le capitaine de marine bourru et irascible que nous sommes est alors tenté de tirer sur sa casquette et sur sa pipe, marmonnant longuement son aigreur et avançant doucement vers la tourmente, puis sûrement vers différentes formes de tristesse, voire de dépression, si la situation se reproduit encore et encore. D'où proviennent ces tempêtes ? Pourquoi ces tourbillons émotionnels ? Les mêmes questions se posent avec le dégoût et surtout la peur. En quelles circonstances se manifestent-elles ? Doit-on fuir les vagues que nous apercevons ou s'y cogner la tête ? Sont-elles la faute de l'environnement extérieur ou est-ce seulement le miroir de nos fragilités intérieures ? Auquel cas, et sans renier notre vulnérabilité, existe-t-il des outils de navigation pour rester le chef de bord éclairé à la barre du navire ? Apprendre à reconnaître ce que nous vivons au cœur de la matière est la première clé indispensable pour vivre conscient. Surtout quand une société prend l'eau et qu'une certaine panique se fait sentir. Une boule au ventre, une gorge serrée, un élan de feu dans la chair, pourquoi ? Les mises en mouvement inconscientes de notre corps semblent être le fruit d'un karma qu'il nous convient d'appréhender pour réussir à s'en libérer. Chaque matin, chaque midi, chaque soir représente ainsi un lot d'opportunités formidables pour écouter ce qui se joue en nous, afin de transformer des énergies auparavant subies en des forces pacifiées et unifiées, participant pleinement à notre dynamique évolutive. Voilà l'objectif de ce nouveau dossier. Permettre à chacun, que nous soyons à tendance colérique, plutôt hypersensible ou face au vide émotionnel, de trouver les inspirations nécessaires pour révéler à l'intérieur de ces ombres les facettes lumineuses qui s'y cachent. À une époque si précieuse dans la transition vers un renouveau, comprendre la roue des émotions ou le cycle infernal de nos mortelles impulsions semble être une des conditions sine qua non pour, déjà, ne pas tous s'envoyer un jour par-dessus bord, et enfin, surtout, intégrer pleinement que nous sommes finalement tous sur le même bateau, en quête d'amour et de joie. Belle rentrée et bel automne à toutes et à tous. Elles nous bousculent, nous alertent, modifient notre corps et influencent toutes nos réactions. Les émotions semblent diriger nos vies. Que cela soit à l'adolescence, que nous soyons hyper ou hypoémotifs, que nos ombres soient cachées au plus profond, le corps en revient souvent à nous rappeler à elles. L'ego et le karma y sont directement reliés comme deux piliers indissociables. Alors comment comprendre leur fonctionnement ? Y être moins soumis et accueillir ce qui vient en conscience ? Les émotions, comment ça marche ? Elles régissent le monde puisqu'elles nous gouvernent. Nous sommes conscients qu'il nous faudrait trouver le moyen de ne plus y être soumis, sans pour autant les faire disparaître. Comment fonctionnent les émotions au regard de la philosophie, de l'ego, du karma ? Et si comprendre leur mécanisme était un premier pas vers la sagesse ? Par Mélanie Chéreau. Du latin « movere », mettre en mouvement. Le mot « émotion » indique étymologiquement une notion de remuement. Quelque chose se meut en moi, quelque chose est déplacé, et ce glissement provoque un trouble psychique et ou mental. Bien sûr, s'il y a mouvement, il y a production d'énergie qui elle-même se déplace et doit aller quelque part. S'élève alors dans la conscience, au moment de l'émotion, une construction de pensée qui se plaque sur un référentiel du type « j'aime » ou « je n'aime pas », résultant de nos mémoires ou en générant immédiatement une si l'expérience est nouvelle. C'est cet amoncellement de mémoires engrammées dans notre psyché, nos cellules et notre corps qui crée la dualité, notre rapport au monde et toutes les conséquences de nos actes qui se traduisent ensuite en karma. Ce phénomène se reproduit sans cesse depuis des temps immémoriaux et participe à la fois à une forme d'emprisonnement, mais offre aussi des portes de sortie s'il y a transformation et prise de conscience. Tout chemin spirituel tend à se méfier des émotions. Voyons pourquoi
et comment elles émergent, quel ping-pong mental s'élève et comment elles peuvent aussi être utilisées. La dualité et les mémoires. Si l'on se tourne vers les spiritualités de l'Orient, qui ont des grilles de lecture intéressantes concernant les phénomènes mentaux, on ne trouve pas le concept d'émotion tel qu'il est dépeint chez nous. C'est le terme sanskrit klesha qui signifie passion ou affliction qui est utilisé le plus souvent dans le bouddhisme comme dans le Yoga Sutra. Klesha sous-entend souffrance. Cependant, il est aussi possible d'en faire le terreau de l'évolution, pour peu que l'on en comprenne le fonctionnement. Pour cela, il faut envisager comment se crée le moi, ou ego, celui qui va réagir dans l'expérience et ressentir les émotions. Il est un vaste tissage des mémoires du monde qui fait qu'en un lieu de conjonction apparaît moi, explique l'enseignement millénaire indien, le Samkhya-Kakira. Ce moi entre en interaction avec tout ce qui est autre que lui-même, à l'aide de ses 5 sens et de ses mémoires. C'est ici qu'apparaissent les passions, les émotions, les jugements à ce que nous rencontrons. Les 5 sens, c'est le corps qui discrimine immédiatement les sensations en agréables ou non, neutres éventuellement. Il aura tendance à vouloir réitérer ce qu'il apprécie et fuir le reste. Ici se crée une mémoire qui s'associe aux anciennes qui nous constituent, nos vies antérieures. Ainsi, nous avons une polarité intrinsèque qui oscille entre désir et peur face aux expériences. C'est être pris dans la dualité. Nous ne sommes pas dans la vraie rencontre, mais dans un jugement. Tant que je réitère l'expérience selon une représentation heureuse et tant que je crois qu'il faut fuir une représentation malheureuse de l'expérience, je recommence selon un cycle conditionné aux mémoires. C'est l'enfermement dans l'existence, explique Joachim Vallet, enseignant de Yoga Sutra. La souffrance viendrait de la fuite ou de l'avidité, ou encore des réactions excessives que génèrent les émotions. Dans les enseignements de yoga, le dysfonctionnement consiste à être dans un désir conditionné par l'attraction ou l'aversion, alors qu'une relation véritable devrait nous nourrir, nous enseigner. Être vraiment en relation de cœur à cœur produit une connaissance qui n'est pas une mémoire conditionnante. C'est samadhi, ce qui est nommé éveil. Sinon, c'est l'identification aux mémoires, à leurs versants illusoires qui nous prennent alors que nous sommes dans l'émotion, précise Joachim Vallet. Nous serions parfaits, nous serions divins et nous pourrions voir cela, mais selon cette philosophie millénaire, nous dysfonctionnons parce que nous réagissons en fonction de ces mémoires, appelées conditionnement, ce qui voile notre vue et nous détache du divin, de la roue cosmique. S'envisager en unicité. Alors, devons-nous essayer de nous débarrasser des émotions puisqu'elles sont source de confusion et d'illusion ? Il est utopique de s'imaginer que cela est possible, parce qu'elles constituent un fonctionnement naturel de notre esprit issu de notre saisie égotique. Il ne faut pas oublier que c'est aussi cet ego qui nous permet de grandir, de sauver notre peau, de nous constituer. Tout le paradoxe réside là. Nous avons besoin de notre ego et la nécessité de ne pas s'y soumettre. De plus, celui-ci nous sépare en créant l'illusion de sa toute-puissance. Le lama bouddhiste Jigme Rinpoche explique « Chacun d'entre nous pense exister séparément des autres. Le je, le moi, est vécu comme distinct de l'autre. Ce je ressent l'émotion en fonction des circonstances qui lui sont propres. C'est ainsi que le je se trouve à la racine de l'émotion. Je suis heureux, par exemple, signifie mon moi est heureux. Nous avons une opportunité de reconnaître la saisie égotique à travers la manifestation des émotions. L'influence des émotions est si forte que nous les prenons pour réelles et nous nous identifions à elles. Cela renforce la saisie égotique, nous sépare des autres et nous oublions la rétribution karmique de nos actes, que ce que nous faisons aux autres, finalement, nous le faisons à nous-mêmes.
Mais en retournant la situation, elles peuvent nous permettre justement d'envisager tout ce mécanisme et de transformer leur puissante énergie en moteur de changement. Le maître vietnamien Thich Nhat Hanh explique cela très bien. Comme le jardinier sait transformer le compost en fleurs, nous pouvons apprendre à transformer la colère, le découragement et les préjugés en amour et compréhension. C'est là le travail de la méditation. Les blessures karmiques. Si nous considérons qu'un certain nombre d'émotions nous dépassent et sont de l'ordre d'un ressenti qui semble ne pas trouver d'écho dans cette vie-ci, il est possible qu'elles relèvent d'une vie antérieure. C'est le postulat de quelques thérapeutes, dont Sandrine Müller-Bohar fait partie. Selon elle, un traumatisme d'une autre vie et l'émotionnel qui y est rattaché peut avoir des conséquences pour nous aujourd'hui, voire nous entraver complètement. On traverse une période où les gens peuvent avoir l'intuition de leurs vies antérieures malgré le voile de l'oubli, parce qu'on n'est pas censé se souvenir de tout, sinon on ne pourrait pas avancer. Mais pour faire du neuf, il faut se départir de couches d'oignons. Parfois, on reçoit l'information par des rêves, sinon on peut faire appel à un thérapeute qui a accès à ce savoir. Prendre conscience, ça peut régler certaines choses, explique-t-elle. Mais souvent, cela ne suffit pas. Il faut agir sur et avec la personne. Il existe de nombreuses techniques comme l'EFT, hypnose régressive ou des rituels personnalisés par certains guérisseurs. Le but étant dans un premier temps de relier le champ émotionnel à l'événement qui s'est produit de manière à comprendre les réactions dans le présent, mais aussi de libérer l'émotion associée. Le rituel est émotionnellement très chargé. Il se produit une friction des atomes. Pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait des émotions qui changent l'état de la personne. À l'époque du trauma, la personne a dû mettre un pansement pour avancer. Chaque vie antérieure est un anneau engrammé dans notre aura. Mon rôle est d'alchimiser en utilisant les vibrations du tambour, par exemple, les fréquences vibratoires émotionnelles. Je réactive les mémoires de cette vie afin de faire muer la personne comme un serpent, couper les fils et faire le nettoyage énergétique, raconte Sandrine Müller-Bohar. Il y a une libération énergétique qui se fait grâce à l'émotion. L'émotion, c'est l'énergie qui a le pouvoir de mettre en mouvement. Il faut une émotion pour libérer quelqu'un, quelle qu'elle soit, conclut la thérapeute. Désir, manque ou ennui? D'aucuns pourraient également penser que la vie serait bien morne et ennuyeuse sans les émotions. C'est d'ailleurs la posture platonicienne qui met en relation le désir avec le manque et l'ennui découlant de l'obtention de ce que l'on désire. Un cycle infernal qui se reproduit sans cesse, nous plaçant dans une course-poursuite perdue d'avance. Soit je désire, donc je suis en manque de quelque chose et je souffre, soit j'obtiens ce que je désirais et de fait, je ne le désire plus, donc je m'ennuie et me dépêche de désirer autre chose. Les émotions seraient régies par ce désir, nous poussant ou nous repoussant, provoquant colère, frustration, tristesse ou joie éphémère. Même si Spinoza nuancera ce phénomène en introduisant le concept de conatus, la puissance dans la jouissance de ce que l'on obtient, l'humain n'en demeure pas moins prisonnier de ses quêtes infinies. S'observer, comprendre le chemin emprunté par le désir et les émotions, leur répétition et leurs résultats permet le recul pour s'y sentir moins piégé. L'enseignante Pema Chodron explique que nous devons être prêts à travailler avec nos émotions, même les plus noires. Faire l'expérience de celles-ci pour comprendre notre nature de Bouddha, notre potentiel d'éveil. Les émotions par essence sont seulement de l'énergie pure, mais à cause de notre perception dualiste, nous identifions l'émotion et nous l'enfermons.
l'énergie devient figée, enseigne-t-elle. Toute la subtilité est de s'autoriser à ressentir l'énergie au lieu de la penser, explique-t-elle. Ainsi, l'émotion pourra passer son chemin et nous laisser son enseignement. Nous ferons alors l'expérience de ce qui fait notre nature, notre complexité, que nous devons accueillir et non combattre. Comme disait Ponlop Rinpoché, tant que vous n'aurez pas commencé à comprendre que les choses défavorables et déplaisantes devraient faire partie de votre méditation, en partie du moins, vous ne serez pas en mesure d'être sur la voie de l'éveil. S'observer, s'autoriser, laisser passer. Ne pas saisir ni s'identifier à ce qui advient. Voilà peut-être le meilleur moyen de prendre conscience des phénomènes et de notre paradoxale complexité. Trésor de l'ombre. Par sauvegarde, notre psyché peut refouler les émotions. Parfois aussi, ce sont nos parents ou des adultes qui nous ont amenés à réprimer ce que nous ressentons. Plus tard, cette part d'ombre peut nous empêcher d'avancer dans la vie. Que nous apporte d'affronter nos démons? Par Myriam Gablier. Lors d'un stage, Bonnie veut travailler sur son démon. Cliff Barry l'invite à choisir quelqu'un pour incarner cette part d'elle-même en lui disant comment il doit se comporter. Le démon est arrogant, il jure et il est agressif. L'animateur demande alors à la jeune femme quelle est sa réaction face à lui. Elle a peur, elle veut fuir. Une personne incarne alors cette envie de fuite. Et en regardant cette scène de l'extérieur, Bonnie voit aussi qu'elle a honte d'être en prise avec ce conflit. Quelqu'un est chargé d'incarner cette honte. Est-ce que cette situation vous fait penser à quelque chose que vous pourriez avoir vécu ? Demande Cliff Barry. Le démon lui rappelle son père, qui ne cessait de la réprimander. Bonnie a donc introjecté et refoulé l'image de son père, ainsi que sa réaction face à lui. Ceci a créé une part d'ombre dans sa psyché. En invitant habilement Bonnie à faire parler ses facettes intérieures à travers les personnages extérieurs, Cliff Barry la guide vers la possibilité de faire face à ce démon. Bonnie, qui à ce stade est plongée dans ses sensations et ses émotions, ressent une pression monter en elle. Et pour la première fois de sa vie, elle ne la retient pas. Elle se met à exprimer sans restriction, autre que celle de ne blesser personne et de ne rien casser, toutes les émotions qui la traversent. Elle sort de la peur, de la honte et passe au mécontentement, à la colère, à la rage. Cette libération émotionnelle crée alors un effet domino. Sur le plan physique, son rythme cardiaque, sa respiration, la circulation de ses fluides et de ses messagers chimiques s'accélèrent. Une vitalité émerge qui lui permet de repousser physiquement le monstre en dehors de la pièce. Sur le plan psychique, les blocages entretenus par le refoulement se délient. Bonnie reconfigure radicalement son rapport au démon et son appréciation d'elle-même. Une joie éclate en elle. « Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi content », indique Alice Berry, qui rapporte ce cas dans l'ouvrage de référence Practically Shameless. Un mécanisme psychique. L'ombre est cet espace psychique constitué des matériaux que nous avons écartés, niés, cachés, refoulés, bannis. Parfois semi-consciente, elle est la plupart du temps inconsciente. Robert Bly, auteur de A Little Book on the Human Shadow, utilise notamment l'image d'un sac dans lequel nous aurions enfermé les réactions et les ressentis que nous ne pouvions pas gérer, et ce, souvent parce que notre famille, nos éducateurs, notre culture les ont jugés malvenus ou condamnables. Autant dire que nos réponses émotionnelles sont en première ligne de ces matériaux censurés, même lorsqu'elles sont positives. La joie peut déranger,
Un élan amoureux, être réprimé. Une expression de puissance, être sabotée. L'ombre fait partie de notre économie psychique. Mettre des choses dans l'ombre peut être nécessaire pour un individu. C'est aussi un mécanisme culturel. Néanmoins, nous pensons qu'à certains moments, il est légitime et bénéfique de sortir des choses de l'ombre. Lorsqu'elle est bien accompagnée, cette mise en lumière entraîne des transformations profondes et durables, expliquent John et Nicolas Kirk, thérapeutes et pionniers du travail de l'ombre en Europe. En effet, le problème serait qu'en refoulant des parties de nous-mêmes, nous réduirions notre mouvement de vie et bloquerions des ressources à tous les niveaux de notre être. Résultat, là où notre potentiel pourrait être ouvert à 360 degrés, il se retrouverait restreint. Du coup, le travail de l'ombre consiste à mettre notre sac sur la table, à voir ce qui fermente dedans, souvent depuis des années, afin d'extraire les pépites d'or qui s'y cachent, indique Gauthier Hanken, facilitateur et formateur francophone en travail de l'ombre. Mais comment accéder à l'ombre alors que nous faisons justement tout pour ne pas la rencontrer? Ouvrir un chemin vers soi. Pour le travail de l'ombre, les émotions sont une clé majeure. Nous cherchons à aider la personne à retrouver son ressenti et ses émotions authentiques, afin que les parts d'ombre se révèlent et qu'un chemin de guérison puisse s'ouvrir, indique Nicolas Kirk. En effet, être dans le ressenti nous ferait retrouver la réalité de ce qui se passe en nous. Et retrouver cette réalité la ferait déjà bouger. Cela générerait inévitablement une réaction, un mouvement, une émotion. L'idéal serait donc d'écouter et de suivre ce mouvement naturel, qui serait si souvent réprimé, car il ouvrirait la possibilité d'une reconfiguration de ce qui est touché, d'une réintégration de ce qui a été exilé. Et bien sûr, l'idéal serait aussi de l'accompagner thérapeutiquement lorsqu'il rencontre des blocages engendrés par du refoulé, par notre ombre. Les émotions revivifieraient donc l'énergie et l'information dans les zones où elles sont autorisées à circuler. Cela ferait remonter à la conscience un tas de données, jusqu'alors inaccessibles, et mettrait en branle un effort de rééquilibrage. L'art et la manière seraient ensuite d'arriver à suivre ce mouvement émotionnel et à le laisser faire son œuvre. Nous aurions tellement tendance à l'entraver par le refus ou la censure, par l'identification ou la cristallisation. La névrose pourrait même être vue comme une entrave au mouvement de la vie, alors que la nature des émotions serait le mouvement. Et comme tout cycle vivant, les émotions se calmeraient une fois qu'elles auraient dessiné les boucles nécessaires au retour à soi pour repartir ensuite vers d'autres danses. Il est important de ne pas oublier que les émotions sont un moyen, elles ne sont pas un but en soi. Elles indiquent un chemin vers l'unité du soi et favorisent ainsi la réintégration des différentes parties de nous-mêmes, et donc de l'ombre, complète John Kirk. Remercier l'ombre. L'ombre aurait 1000 visages, souvent fugaces ou pervertis. Certaines cartographies psychiques aideraient à mieux la repérer. Carl Gustav Jung a indiqué que la psyché est structurée par 4 archétypes essentiels, mais il ne les a pas nommés. Les thérapeutes jungiens Robert Moore et Douglas Gillette ont proposé que ces archétypes soient les souverains-souveraines, guerriers-guerrières, magiciens-magiciennes et amants-amantes, précise John Kirk. Le travail de l'ombre utilise alors cette compréhension archétypale afin de mieux repérer nos parties occultées. Par exemple, un agresseur ou à l'inverse une victime serait provoqué par un guerrier déséquilibré, un dictateur ou une personne qui a peu d'estime d'elle-même par un souverain hors balance. Les résistances expriment aussi quelque chose de l'ombre, car elles prennent souvent en charge le risque d'aller toucher ce qui a été refoulé, indique Gauthier Hanken.
Alors que c'est son tour de venir au centre du groupe, un homme ressent du flou à chaque fois qu'on lui pose une question. Au fil du travail, il apparaît que cet état brumeux lui a servi à ne pas voir ce qu'il se passait entre son père et la voisine alors qu'il était petit. Conscientiser cet adultère aurait provoqué un conflit ingérable. La mise dans l'ombre de cette situation par le flou lui a permis de gérer ce risque. Cette prise de conscience fut énorme pour cet homme, dont la clarté nouvellement acquise lui permit de mettre de l'ordre dans certaines affaires. Beaucoup de personnes veulent se débarrasser de parties d'elles-mêmes. Nous leur montrons qu'il n'y a rien à rejeter, mais plutôt tout à intégrer. Les parties dépréciées de nous-mêmes ont besoin d'être valorisées. Elles ont contribué, souvent pendant longtemps, au maintien d'un équilibre psychique, souligne Nicolas Kirk. Et parce qu'elle est délicate, cette rencontre nécessiterait un cadre sécure et bienveillant. Un cocon de sécurité. Certaines personnes ont vécu des abus choquants, mais nous les accueillons et contenons leurs ombres avec bienveillance. De toute façon, sans un cadre sécure, rien n'est possible, rien ne peut être forcé, souligne John Kirk. Un homme vient parce qu'il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 7 ans. Patiemment, les facilitateurs renforcent son sentiment de sécurité. Ce n'est que lors de son 4e stage que ses émotions émergent et que quelques larmes coulent le long de ses joues. Mais quel chemin parcouru! Bien sûr, ce ne serait pas toujours facile de s'aventurer dans ces zones psychiques sombres. Cela passerait par exemple par la rencontre avec nos juges, nos manipulateurs, nos criminels, nos victimes, nos sauveurs introjectés. Cela nécessiterait de voir les rôles que jouent, entre autres, la honte, la terreur, l'impuissance, la mesquinerie, la haine en nous. Mais l'idée est que rien ne serait là par hasard. Dérouler l'histoire que ces parts d'ombre ont à raconter permettrait d'enclencher de profondes libérations, de se réapproprier les potentiels bloqués, de guérir de blessures anciennes et de se sentir plus vivant. Et au cœur de ces rencontres surgiraient des moments d'extrême vulnérabilité. Cette vulnérabilité génère une présence sensible et aimante. Et il n'est pas rare que les autres participants, mais aussi les facilitateurs, soient touchés. Le travail de l'ombre ouvre vers la possibilité d'un réel amour pour soi et pour les autres, partage Nicolas Kirk. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.